Quand j'ai ouvert ma page Instagram en 2012, j'avais un seul follower et c'était moi-même. Je me suivais moi-même. Je postais et je me likais. Des fois, je me commentais même. Aujourd'hui, on est à plus de 200 000 abonnés ou followers sur les plateformes. Déjà 17 000 sur YouTube, 15 000 sur Facebook, sur LinkedIn. Bon, là, ça, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. On est à 4 000 à peu près. Donc, mais ça a commencé avec un follower et c'était moi-même. Ça, c'est très important. J'ai appelé mes frères et sœurs, mais abonnez-vous à ma chaîne rapidement. Et vous, écrivez-moi quelque chose. Ils l'ont fait par obéissance, hein, parce qu'ils ne croyaient pas trop. Mais avec le temps, avec les performances, quand j'allais dans les écoles, je faisais toujours une partie, je disais aux jeunes, bon, comme ils aimaient bien ma performance, je leur disais, si vous avez aimé ce que je fais, suivez-moi sur Instagram, je vais vous suivre, I'll follow you back. Donc ils étaient tous excités. Bonjour à tous et bienvenue dans la session d'aujourd'hui. Nous continuons notre chemin et aujourd'hui on est déjà au numéro 5 et merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent par les messages, les conseils et tout. Et comme vous le savez, c'est le podcast MF Inspires Me, un pas de géant. Et notre objectif, notre but, c'est de dénicher des gens qui veulent, au-delà des défis de tous les jours, penser autrement, faire les choses autrement, parce qu'ils croient à un demain, parce qu'ils veulent quand même écouter cette petite voix. Et pour nous, l'objectif aussi, c'est de voir qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête, c'est quoi leurs neurones, comment ils font pour quand même voir une lueur que personne ne voit, qui les pousse à aller un peu vers la folie, mais juste parce qu'ils ont une idée, ils ont l'espoir. Et bien sûr, vous connaissez la chanson, likez, partagez, inscrivez-vous sur la chaîne, c'est comme ça que nous pouvons aussi atteindre d'autres personnes dans différents pays. Alors, je suis très excité ce matin. Vous allez voir que même ce que j'ai porté est différent parce que celui que j'invite est différent. C'est comme on dit chez nous, c'est un faux-faux. C'est un monsieur que j'ai vu en action. Je ne le connaissais pas il y a quelques mois. Je l'ai vu à un gala. Et ce qui est bizarre, malgré ma grande timidité, je l'ai approché et puis on a commencé par échanger. Et là, je me rends compte que non seulement on a des gens en commun, mais qu'on a pas mal d'affinités. Il m'a permis de le rencontrer après, on a échangé beaucoup. Il m'a aidé sur beaucoup de choses et donc c'est un très grand plaisir pour moi de l'avoir aujourd'hui. C'est un artiste international, du moins beaucoup le connaissent sous la casquette d'artiste international, mais vous allez voir qu'il fait d'autres choses aussi. Il est arrivé jeune, immigrant au Canada, ça fait plus d'une décennie qu'il est là. Il a fait le choix d'être artiste et vous allez voir comme moi que quand j'y pense, c'est quand même une folie parce que vous allez voir pourquoi je le dis tout à l'heure. Aujourd'hui, il est signé par Universal Music. Il a reçu plein de prix, récipiendaire du Top 25 Canadian Immigration Award. Honoré par lors de la Pléiade, honoré de la médaille de couronnement du roi Charles III, signée par le groupe Universal Music, encore une fois. Voilà, voilà. Donc, je vais déjà lui dire bonne arrivée. Fofo, Abel, bienvenue dans Un pas de géant. Merci, Maoussé. Quel plaisir d'être avec toi. Comment vas-tu? Je vais très bien, je vais très bien. J'aime beaucoup ce que tu portes. Merci beaucoup. Ça me ressemble beaucoup. Je, je suis allé chercher ce chapeau quelque part. Ah, parce que toi, tu sais, avec le climat d'ici, on ne le porte pas tous les jours. Et il dit, ah, Fofo qui arrive, il est toujours en chapeau. Je ne vais pas, C'est le chapeau du roi, c'est ça. voilà, je vais pas être poli. Très, très bien. Très, très bien. J'aime beaucoup. Merci. Alors, je commence par une des questions qui paraît banale, mais en même temps, pour quelqu'un qui a
peut frôler le domaine de la musique. C'est une question qui est pertinente. Euh, mais on va commencer par le commencement. Aujourd'hui, lorsque on a une idée, on veut faire une chanson, c'est quoi à peu près les étapes? Parce que avant, de ce que je sais, ah, tu as l'inspiration, peut-être tu ne sais même pas jouer à un instrument, tu as juste la mélodie en tête, tu vas quelque part trouver un musicien qui t'aide. Toi, tu fais du piano. Aujourd'hui, c'est comment les étapes quand tu as l'inspiration jusqu'à la musique? Alors, il faut d'abord noter que j'ai commencé le piano quand j'étais très jeune, 5 6 ans. J'ai commencé la musique classique sous l'instigation de mon père qui nous avait, en tout cas mes frères et sœurs, nous avait obligés en fait à faire de la musique à côté des études. Donc les études c'était parallèle. Euh, nos, nos interventions, l'école de musique et l'école normale étaient obligatoires. On n'avait pas vraiment le choix. Et donc, euh, et après, j'ai évolué, on m'a sollicité pour jouer dans les églises. Donc, j'ai appris sur le tas, parce que là, il n'y a pas vraiment d'école pour le faire, mais tu apprends. Et puis, avec aussi la musique qui te prend, qui te saisit, donc tu développes d'autres facultés. Tu apprends à jouer, à jouer d'oreille. Donc, je peux jouer en lisant la musique et je peux jouer d'oreille. Donc, quand l'inspiration, elle vient de plusieurs façons. Quand on veut composer, ça peut être une mélodie. Mais en tout cas, pour moi, souvent, c'est la mélodie qui vient en premier. Et puis après, c'est les paroles. Après, j'essaie de créer un contexte. Et puis, tu peux commencer. Tu sais, que j'ai des chansons que j'ai commencé à écrire il y a peut-être 3 ans. Et puis, je les fais maintenant. Parce que c'est pas encore abouti. Tu n'es pas encore sûr. Ça prend du temps. Ça peut prendre du temps si tu veux vraiment perfectionner. Ou alors, tu peux faire quelque chose d'instantané. Mais souvent, ce n'est pas toujours très, très bon. Il faut vraiment bien peaufiner. Donc, ça vient de plusieurs façons. Ça vient de plusieurs façons. Donc moi, souvent, c'est la mélodie, c'est plus la musique qui me parle en premier. Et puis après, le contexte, le texte. Et puis comme tu sais que je parle beaucoup de dignité humaine, de paix, d'amour, de parcours, de comment surmonter les obstacles. En fait, j'essaie de partager mon expérience. C'est souvent un peu de la motivation ou de l'inspiration pour aider les gens à se surpasser, à se dépasser et à atteindre leurs objectifs. Euh, j'ai toujours eu comme modèle ou comme pensée euh, euh, il y a la peine de la discipline ou la peine du regret. Soit tu es discipliné et tu fais les choses, ou soit tu n'es pas discipliné et un jour tu regrettes. Donc c'est ces deux peines que... Donc j'ai pris la peine de la discipline, donc de me dire, bon, je vais essayer de créer des choses que j'aime, créer des chansons, tout commence par là, et puis à partir de là, euh, voilà, on va sur un peu plus loin, des chansons, des albums, des collaborations, jusque avec tout le temps. Maintenant, je travaille sur mon 6e album, puis je collabore avec Universal Music, une grande, un grand accomplissement, effectivement. Euh, mais bon, j'ai pas commencé hier, quoi. J'ai commencé depuis un bon bout de temps. Donc, il y en a qui vont le voir aujourd'hui, mais je viens de très, très loin, très loin. J'ai appris beaucoup, je suis tombé, je me suis relevé, j'ai eu beaucoup de... Et jusqu'à présent, je continue à tomber, à me relever, à apprendre. Je pense que la vie est un long parcours où il faut avoir des objectifs et puis il faut être persévérant, il faut être... Je suis têtu. Je crois que c'est ça qui m'emmène ici. Même au gala où on s'est rencontrés, ce sont les gens qui sont venus me chercher pour animer leur gala, la dernière minute. Et voilà, ça a commencé à travers les chansons. J'ai commencé les chansons et puis après je suis devenu une figure publique et puis aussi animer des événements. Et c'est comme ça que les choses se font. Si j'avais pas écrit ma première chanson, on se serait pas rencontrés. Tu imagines? Exactement. Bon. Alors, donc, pour revenir à la question initiale, donc toi, tu as la mélodie, tu as les paroles qui viennent après, Ouais. tu fais le tout. Et
c'est quoi aujourd'hui la réalité? Je sais qu'il y a, avant, c'était un peu comme du live, tous les instrumentistes sont en studio. Quand quelqu'un fait une erreur, on reprend tout. Après, ça s'est beaucoup amélioré. Tout le monde peut, même à distance, avec les bons outils, faire les enregistrements. Quelqu'un vient poser la voix, etc. C'est quoi aujourd'hui la réalité? Surtout avec l'intelligence artificielle qui arrive. Tu as sorti, par exemple, une nouvelle chanson demain. Mhm. Euh, Dis-nous un peu le behind the scenes, c'est-à-dire, une fois que tu t'es dit, j'ai les paroles, j'ai la mélodie, ça semble correct, comment est-ce que on finit par écouter le truc? Alors, moi, ça commence toujours au piano. Je commence toujours au piano. Je fredonne une mélodie, puis je crée au-dessus sur cette mélodie. Et j'ai souvent la chanson prête avant d'aller en studio. Parce que quand on va en studio, ce sont des frais. Il faut payer l'ingénieur, il faut un arrangeur. Bon, souvent, c'est moi qui arrange aussi. Mais où il faut avoir la direction. En fait, tu es un peu un chef d'orchestre. Donc, si tu as besoin d'un guitariste, euh, d'un bassiste ou d'un autre instrumentiste, euh, tu dois avoir les idées claires pour savoir comment est-ce voilà, diriger les uns et les autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plusieurs logiciels où on peut le créer aussi en studio. Donc, je l'ai fait pendant plusieurs années où j'ai créé un studio avec les logiciels, mais on n'a pas la même saveur. J'aime bien jouer avec les vrais musiciens parce qu'il y a une touche humaine. L'intelligence artificielle aide aujourd'hui parce que les choses se créent instantanément. Mais la chose que moi je dirais pour l'intelligence artificielle, c'est un véritable outil, c'est un bon outil. Mais pour le rendu, les gens ont besoin de la touche humaine. L'intelligence artificielle n'a pas cette touche humaine. Et heureusement, sinon on n'existerait plus. Donc c'est un bon outil comme on utilise, un menuisier utilise un marteau. L'intelligence artificielle aussi est un outil pour synthétiser les choses, pour améliorer, donner des idées, générer des idées. Mais dans l'exécution reste humaine pour qu'elle soit touchante. Parce que voilà, l'intelligence artificielle n'a pas d'âme. Et on fait de la musique, on fait des arts, dans les arts et la culture. C'est l'âme qu'on recherche, l'esprit de la personne, l'humanité. Donc, pour répondre à ta question, moi je crée toujours au piano. J'écris mon texte. Aujourd'hui, j'écris aussi dans mes notes sur mon téléphone. J'ai tellement de notes que je mets tout de suite. Je me rappelle même à l'époque, quand nos téléphones n'étaient pas intelligents, je me rappelle que je conduisais un jour en allant à Montréal. Puis j'ai eu une idée, j'ai dû me garer rapidement sur l'autoroute, m'appeler, m'enregistrer sur ma boîte vocale l'idée pour ne pas la perdre. Parce que une fois que tu perds l'idée, ben, ça part. Donc c'est souvent quand on est des récipients d'idées. Une fois dès que tu as l'idée, dès que tu as l'inspiration, il faut que tu enregistres cette inspiration. Et après, tu peux construire sur cette inspiration. Mais si souvent, des fois, j'ai dit, bon, je vais le faire plus tard. Et puis, après, je reviens là-dessus, ça part. Donc, pour ça qu'on a l'obligation d'enregistrer tout de suite, de saisir le moment. Sinon, ben, l'inspiration part ailleurs. Et puis, pour la petite histoire, j'écoutais une entrevue de Michael Jackson quand il était jeune, dans les années 80 ou 90. Il disait ah, j'ai une inspiration, il faut que je l'enregistre tout de suite. Sinon, cette inspiration va partir à Prince. À Prince, qui était son compétiteur. Ça m'a fait rire parce que c'est vrai, c'est que si tu prends, je saisis pas l'inspiration, ben, ça va partir à quelqu'un d'autre va le faire. C'est combien de fois ça nous arrive de voir, on a eu une idée, on n'a pas agi là-dessus, quelqu'un d'autre le fait, dit, ah, mais ça c'est mon idée. Ben, Ouais. ton idée, ben, tu n'as pas agi là-dessus, quelqu'un d'autre a eu l'inspiration et puis a agi là-dessus. Donc c'est la même chose avec les chansons, avec la musique. Voilà, j'ai fait un peu le tour, mais ça te donne un peu le contexte, ça te donne un peu une idée de comment ça se fait. Piano, pour moi, puis après en studio. Des fois aussi, je vais en studio où il y a des réalisateurs, des compositeurs qui me proposent des chansons que j'interprète, que je vois si elles sont bonnes, et j'apporte ma touche, et puis on collabore avec aussi des paroliers. J'ai collaboré beaucoup avec une parolière qui s'appelle Guylaine Dagnon de Montréal, que je salue d'ailleurs si elle écoute cette entrevue. Euh, et voilà, pour raffiner le texte, raffiner
les choses. J'aime les choses bien faites. C'est la poursuite de l'excellence. Il faut toujours essayer d'aller au plus loin. Au plus loin. Après, souvent, je me rappelle au début, j'enregistrais des chansons, ça passait, après je disais, oh zut, j'aurais dû ajouter cet élément, ça aurait été mieux. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien les faire et puis de voilà, donner le meilleur de soi, en tout cas en ce moment, au moment. Mais après, on parfait, moi je me dis, on a le privilège de bonheur de parfaire nos compositions dans l'exécution, dans l'interprétation, une fois qu'on est devant le public et qu'on s'améliore. Donc c'est un peu ça. Super. Alors, on continue la petite aventure. Donc, on a l'inspiration, on a la chanson, on est allé au studio, on a enregistré, on a la version finale qui est prête. Un autre élément, je sais, qui est aussi très important, c'est les clips. Ah oui. Première question, c'est est-ce qu'on fait des clips pour toutes les chansons? Comment est-ce qu'on fait le choix de dire, ah, je veux faire le clip pour telle chanson, pas pour telle autre? Et voilà, comment ça se passe du début de l'idée du clip jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ait la version finale du clip. D'accord. D'abord, il faut déterminer quelle chanson mérite un clip. Donc un clip, c'est vraiment pour avoir une certaine identité visuelle pour les gens, pour qu'ils puissent, pour ajouter une couche pour l'inspiration de la chanson, parce que bon, on a l'audio, mais le visuel, ça aide aussi à bien captiver le public. Donc moi, aujourd'hui, bon, j'ai toujours fonctionné en équipe. Donc, je suis en studio où je me dis, ah, cette chanson, on pourrait faire un clip. Puis les autres, mes collaborateurs, non, non, pas cette chanson, plutôt celle-là. Ah, celle-ci, non. Bon, finalement, on fait en consensus, on choisit une chanson. Donc, voilà, c'est cette chanson qu'on va clipper. Et donc, je travaille avec des réalisateurs qui viennent avec un scénario. Euh, puis, qui me proposent un scénario, souvent qui vont chercher des acteurs. Ou, donc, je vais chercher souvent les meilleurs. Au début, je ne pouvais pas le faire parce que je n'avais pas les moyens. Je le faisais par mes propres moyens. Mais avec le temps, j'ai toujours essayé d'aller dénicher des personnes qui m'inspirent, avec lesquelles je veux travailler. Comme récemment, là, pour demain, je travaillais avec un réalisateur qui s'appelle Pizzi. Ça fait une dizaine d'années que je travaille avec lui, qui a pu vraiment raffiner son art. Il travaille entre Los Angeles et Montréal. Et il a travaillé avec vraiment beaucoup de grands. Donc je travaille avec lui parce qu'il est tellement exigeant. Et je suis exigeant aussi. Donc il est très, très, très fort dans l'image, dans le rendu. Euh, donc pour le choix, c'est en équipe. Et même pour la réalisation, c'est encore en équipe. Je donne mes idées, je donne ma vision. Et à partir de ma vision, l'équipe on crée un concept autour, on crée comment le faire, l'exécution. Moi, là où je suis bon, c'est vraiment dans l'interprétation de ma chanson. Après, quand j'ai donné l'environnement du contexte, l'environnement de la vision, l'environnement de comment est-ce que je vois les choses, les autres euh, ajoutent les éléments qui permettent de vivre, de faire vivre la chanson. Là, par exemple, pour la chanson Demain qui est sortie il y a 2 jours, 2 ou 3 jours, euh, je suis le seul. Je suis le seul intervenant, je suis le seul là-dessus. Donc c'est très rare, c'est la première fois que je fais un clip où je suis tout seul, parce que là, des fois, la plupart du temps, il y a des danseurs, des danseuses, d'autres personnes. Et bah, Pizzi a quand même pu réussir à réaliser avec son équipe faire ne pas le rendre ennuyeux. Parce que des fois, quand on peut interpréter en image, il faut qu'après 2 secondes, 2, 3 secondes, il faut changer les choses. Donc voilà, c'est voici là où on en est. Mais on essaie de se perfectionner avec le temps et de toujours mieux faire, de mieux faire, de mieux faire. C'est ça, la poursuite de l'excellence. Il n'y a rien qui est parfait, mais être le plus performant au moment où on le fait, donner le meilleur de soi, à ce temps T1, comme t'es matheux, tu comprends. D'accord. Alors, on a le clip. Maintenant, il faut faire la promotion. Comment Oh là là. ça s'organise? Un concert, Oui.
Avant, c'était les tournées à la télé, à la radio, parler de la chanson, etc. Aujourd'hui, c'est Alors, comment ça se passe? alors, maintenant, aujourd'hui, on est à l'heure digitale. Tout se passe, la télévision, le téléphone est devenu la télévision. Tout se passe sur les réseaux sociaux notamment. Euh, alors, moi, j'essaie de m'appliquer. On a 10 plateformes de réseaux sociaux de manière générale, d'accord? Il y a Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok, Snapchat, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, Thread, euh, qu'est-ce que j'ai manqué? LinkedIn, quoi encore? J'ai parlé de Snapchat. En tout cas, il y en a au moins, j'essaie de poster sur cette plateforme au minimum. Ok. Alors, mais chaque plateforme a sa configuration, sa façon, sa typologie. Par exemple, sur LinkedIn, on s'adresse aux professionnels. Donc, il faut emmener l'information de sorte que ce soit pertinent ou que ce soit professionnel. Pas que ce soit. C'est la façon. Facebook, c'est un peu tout le monde. Donc, tu peux poster un peu tout ce que tu veux. Sur Twitter, c'est souvent les organisations, les gouvernements, les députés, les gens d'affaires, quelques artistes. Il y a aussi une façon de le faire. Sur Instagram, c'est beaucoup l'image, donc l'image, les photos, donc il faut que ça soit très très beau pour attirer. Sur TikTok, on sait comment c'est un peu ludique et rapide. Euh, sur Snapchat aussi, bon, c'est assez rapide, c'est plus un moyen de communication, surtout pour les jeunes, parce que ça part très vite, c'est 24 heures. Donc là, moi, quand je poste sur euh, Instagram, ça va automatiquement sur Facebook. Et puis WhatsApp, j'avais oublié WhatsApp. Donc voilà, on va les 10 plateformes. Donc on poste, il faut être présent partout. Parce que voilà, il y a des gens qui sont. Moi, j'ai des gens qui me suivent sur Facebook exclusivement. Des gens qui me suivent sur WhatsApp exclusivement. Il y a des gens qui sont sur YouTube exclusivement. Il y en a qui sont sur. Les jeunes sont beaucoup plus sur TikTok, Snapchat, des fois un peu Twitter. C'est bizarre parce que c'est souvent les personnes, disons les hommes d'affaires ou les politiciens, les organisations. Sur Twitter, c'est vraiment les gens qui travaillent, quoi. Les gens qui recherchent à se faire des sous, on va dire ça comme ça, les gens, les professionnels et les exécutifs. Donc, euh, comprendre comment chaque plateforme fonctionne, c'est important, et être présent là-dessus, poster régulièrement. Sur YouTube aussi, YouTube c'est vraiment la télé quoi. Pour tout le monde va sur YouTube. Et puis on n'a pas forcément besoin d'être enregistré sur YouTube pour pouvoir suivre ce qui se passe. Donc ça c'est très important. YouTube et dans les YouTube Shorts qui sont dans la même typologie que TikTok. Donc ça c'est très bien. C'est du contenu de 30 secondes, une minute qui se consomme assez facilement. Euh, donc pour la promotion, ben, ça c'est la première étape. Ben, ça c'est aussi sans compter les plateformes, les autres plateformes, télévision. Ben, quand on se fait inviter par les médias ont aussi leur plateforme. Donc on a pu voir par exemple récemment, j'ai fait une collaboration avec Radio-Canada. Donc on a posté ensemble, disons qu'on a, je suis sur leur plateforme et j'ai aussi ma plateforme. Donc leur public et mon public, ensemble, voilà, on consomme le contenu. Donc, et c'est ce qui se passe quand on évolue un peu plus, on travaille avec les marques, les compagnies, et on poste, voilà, chaque compagnie a des plateformes, on poste sur ces plateformes où les gens sont. On va là où les gens sont. Aujourd'hui, la télévision est moins suivie euh, parce que les gens aujourd'hui ont le pouvoir de décider ce qu'ils veulent voir. À l'époque, on n'avait pas le choix. Tu allumes la télé, ben, c'est ce qui passe que tu suis. Aujourd'hui, les gens décident. Donc, je veux voir telle chose, je veux voir telle. Donc, euh, il faut être présent. Et je ne sais jamais où les gens me suivent. Il y a quelqu'un qui va me dire, ah, je t'ai vu sur TikTok. Ah, toi, je t'ai vu sur Facebook. Ah, j'ai vu sur ton WhatsApp, il s'est passé ça. Oh, je me rappelle même. Ah, mais il faut être discipliné. En tout cas, c'est comme ça que la promotion se fait. Pour ce faire, il faut que ça se fasse voir. Et après, ben, il y a aussi euh, des publicités ou des fois, ou alors aussi des influenceurs. Payer des influenceurs pour qu'ils puissent parler de ton projet. Ben, c'est comme
tu payes de la publicité dans le journal. À l'époque, c'était ça. On peut payer les journaux pour pouvoir faire passer nos publicités. Mais aujourd'hui, maintenant, tout est digital. Tout se passe sur les réseaux. En tout cas, 90% se passe sur sur les réseaux. Il y a encore le journal papier pour une certaine tranche d'âge. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas lu le journal, mais il y a des gens qui le continuent à le lire. Donc, il faut aussi être présent d'une certaine façon là-dessus. Bon, comme je collabore aussi avec certains journaux ben, qui impriment en papier, mais ils sont aussi sur le digital, donc numérique. Donc, c'est ça. Et puis, aussi être présent dans les événements, faire du networking. euh, voilà, il faut au jour le jour. Donc, il y a des gens qui m'ont vu il y a peut-être 3 4 5 ans et puis qui me contactent aujourd'hui euh, pour travailler avec eux, faire une performance, animer un événement, on est aussi des vecteurs de publicité, des artistes. Euh, aussi, c'est un peu comme ça qu'on gagne nos vies, les partenariats, les sponsorships, etc. Donc, c'est un peu comme ça que la promotion se fait. Aujourd'hui, j'ai le privilège de travailler avec Universal, qui est une plateforme mondiale. Donc, ça donne aussi une certaine crédibilité au niveau des médias et au niveau du grand public. Donc, ça donne encore plus de force. Et puis, plus on a des distinctions, là j'ai eu des distinctions, donc ça m'amène sur aussi d'autres plateformes. Les gens me suivent aussi là. Donc, c'est petit à petit. Mais l'important, c'est de commencer. C'est de D'accord. commencer. C'est pour ça que j'ai écrit demain. Pensez à demain. Demain, de belles choses peuvent arriver. Il faut commencer quelque part. C'est ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je réponds toujours Oui, de manière très large. oui, 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 et c'est très bien, c'est ce à quoi je m'attends en tout cas, parce que voilà, tout le monde n'a pas d'amis artistes, tout le monde n'a pas eu Bien sûr. l'occasion de frôler un peu le domaine, donc c'est aujourd'hui ou jamais où on peut avoir une idée un peu claire de ce qui se passe. Mhm. Alors, pourquoi est-ce que j'ai aussi fait tout le tour? C'est parce que, comme je l'ai dit, j'avais un peu une idée de ce que ça fait, ce que ça coûte pour un artiste. Et donc, je me dis, c'est quand même une folie que de vouloir être artiste et de vouloir vivre de son art. Parce que on voit beaucoup de coûts ici à gérer. On n'a même pas parlé d'habillement, on n'a même pas parlé des déplacements qu'il faut faire, etc. Je, je connais un peu la vie des artistes qui ont mis toute leur économie dans un seul clip. Le clip n'est même pas sorti au bon moment. Il y a tellement de, de défis. Et donc, pour moi, c'est quand même être un peu fou pour vouloir embrasser ce modèle d'entrepreneuriat. C'est pour ça que je voulais faire un peu le tour pour Bien que les sûr. gens voient un peu ce que ça coûte pour quelqu'un qui dit, ah, moi, je veux être artiste et je veux vivre de cet art-là. Alors, à quel moment, c'est vrai que tu as fait la musique au conservatoire, etc., mais tu aurais pu décider de ne pas vivre de la musique. À quel moment est-ce que tu décides de faire cette folie, de dire, ah, je veux vivre de ça? Alors, comme tu sais que on est des Africains, hein, moi mes parents sont médecins, et donc on a une obligation de faire des études. Donc j'ai fait un MBA en finance et en marketing. Donc ça j'avais pas le choix. Mes parents ont dit, ah, c'est pas un doctorat, mais ça passe. En bon parent africain. Donc, il est important de comprendre que, en tout cas, les études aident énormément parce que, bon, tu trouves un travail un peu plus facilement, tu comprends un peu l'écosystème de l'industrie, de comment ça se passe. J'ai commencé la musique en travaillant. Je travaillais, quand je suis arrivé au Canada, je travaillais dans une boîte de finance en tant qu'analyste. Je faisais la musique à côté. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est quelque chose que j'ai fait avec le temps. C'est pas, on n'arrête pas de travailler dans un emploi et puis commencer la musique. Et puis, non, ça ne marche pas comme ça. C'est sûr que on risque de couler tout de suite. Euh, la musique, il faut le voir vraiment sur le long terme. C'est quelque chose que tu fais et que tu évolues avec le temps. Donc j'ai continué à travailler pendant que je faisais ma musique. Par exemple, de 9 heures à 5 heures, j'étais à mon emploi.
Et de 5 heures à 22 heures, 23 heures, je travaillais sur ma musique. Je m'entraînais, j'activais les enfants, et je sors, et ainsi de suite. Alors, je suis arrivé à un point où j'avais besoin de plus de temps pour, ma musique, mais pas déjà. Quand j'étais à mon emploi, toutes mes vacances, à l'époque, on avait 2 semaines de vacances quand on commençait, les jours de vacances étaient utilisés pour des concerts. Tous les jours, Ah, sans extra. Donc, j'avais jamais de vacances. Toutes les vacances étaient parce que j'étais invité quelque part. J'ai eu un moment, 3 semaines, quand j'étais arrivé en tant qu'analyste senior, analyste financier senior, j'avais 3 semaines de vacances tous les jours. J'étais en concert quelque part. Et un jour, à un moment, même au moment, je n'avais plus de vacances. Donc, je vais demander à mon chef, à l'époque, qui était le vice-président finance, ben, il m'avait dit, ben, ok, j'avais plus de vacances, mais je devais partir, j'avais une opportunité en France. Donc, je partais le jeudi pour le concert samedi et lundi matin, j'étais au boulot. Je partais samedi, j'arrivais à Paris vendredi matin. L'après-midi, je faisais la répétition. Samedi, j'étais sur scène. Dimanche, je reprenais l'avion. Ou samedi soir. Maintenant, pas samedi soir, mais dimanche, je prenais l'avion. Et lundi en après-midi, j'étais déjà au boulot. Donc, j'avais déjà, donc, tu vois que vendredi, donc jeudi, vendredi sont des jours de vacances. Parce que c'est lundi, j'arrivais un tout petit peu un peu plus tard, mais je travaillais un peu plus tard pour compenser. Donc, j'ai fait ça comme ça pendant quelques années. Et à un moment, j'avais plus de vacances. Donc, je suis arrivé à un point de non-retour. Je me dis, bon, je vais prendre une année sabbatique pour essayer, pour me créer ma structure, mon label et travailler. Donc, ça se construit. Il y a toute une stratégie euh, il faut déployer et exécuter, implémenter. Donc, j'ai dit à mon patron à l'époque, je vais prendre une année sabbatique. Et il me dit, hey, dans un an, dans un an, si ça ne marche vraiment pas, ben, je reviens travailler tout simplement. Donc, il m'a dit, ok, pardon, on se revoit dans un an. Donc, alors cette année-là, j'ai travaillé comme un fou, là. Je travaillais mes chansons, je travaillais la promotion, je donnais aussi des cours de musique, de piano pour gagner des sous. Je faisais un peu tout. J'avais déjà aussi fait un peu d'économie à travers mon emploi. Et puis, comme j'ai baissé mes coûts, je dépensais plus. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir construire mon rêve. Et dans l'optique de ne plus revenir au travail, de ne plus revenir à mon emploi. Euh, donc, voilà, c'était des périodes où tu travailles 16 heures, 14, 16 par jour, tout le temps. Tu travailles tout le temps. Tu vas à tous les événements, tu proposes tes services, tu travailles gratuitement pour te faire connaître. C'est aussi ta promotion parce qu'il faut que les gens te voient. Et tu documentes tes apparitions dans les événements sur ces plateformes. Et là, comme je t'ai dit, il y a 7 à 10 plateformes. Et il faut être là régulier. C'est de la discipline, là. Donc, quand tu fais ça, au bout d'un moment, ben, il y a des gens tu deviens plus crédible. Tu dis, ah, mais ça, c'est un véritable artiste. Ce n'est plus l'analyse financière, c'est l'artiste. Donc, de fil en aiguille, d'abord, donc petit à petit, j'ai commencé à travailler autour de la musique. Je travaille aussi en studio, j'enregistrais pour d'autres artistes, les aider à arranger sur leurs projets. Je donnais des cours de musique, je faisais aussi des performances. Donc, tout autour de la musique, il y a donc essayé de planer des sous à gauche, à droite, pour pouvoir déjà survivre et construire son projet en parallèle. C'est vraiment quelque chose que tu construis avec le temps. Euh, c'est pas, on se lève pas un bon matin et dire qu'on va, voilà, vivre de la musique. Surtout en ce contexte aujourd'hui où c'est différent, on vend plus de CD. Avant, c'était un peu plus facile. Ben, facile, entre guillemets, parce qu'à l'époque, c'était les majors qui, qui gagnaient beaucoup plus, mais qui faisaient connaître beaucoup plus aussi. Mais maintenant, tout est démocratisé. Quelqu'un peut enregistrer une chanson de chez lui et puis mettre en ligne, et puis si ça plaît, ben, il est invité partout. Puis voilà, c'est un peu ça. J'ai décidé de faire la musique parce que ben, c'était en moi, ça vivait tout le temps en moi. Puis une fois, je suivais une entrevue d'Oprah qui disait, quand tu ne fais pas ce que tu es supposé faire, tu meurs à petit feu chaque jour. Donc j'utilisais aussi peut-être 95%, 5% de mon talent, de ce que je pouvais faire 95% du temps. En finance, je le fais très bien de ma tête, ça marchait très très bien, mais je n'étais pas heureux, je n'étais pas épanoui. Je me disais,
Mais j'ai pas envie d'arriver un jour à 80 ans, 90 ans, de dire, ah, je vais essayer. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Et j'ai essayé de toutes mes forces, puis voilà, voilà ce que ça a donné. Je pense que quand tu essayes, au moins si tu essayes et que tu ne réussis pas, tu n'as pas cette sensation de regret. Tu dis non, j'ai essayé, ça n'a pas marché, mais ça va. Moi, je suis parti comme ça. Je me suis dit, j'essaye, si ça ne marche pas, au moins j'ai essayé, je suis OK. J'ai coché cette case d'avoir essayé. Mais je ne veux pas ne pas cocher cette case d'avoir essayé et de regretter. Et si j'avais essayé? Donc je pense que c'est ce qui m'a poussé à me lancer comme ça et à me battre tous les jours pour continuer et voilà, à arriver. Et puis bon, voilà, au fur et à mesure avec le temps, ben, quand tu aides de plus en plus de personnes, tu aides les jeunes, voilà, là j'ai eu des distinctions. Bon, c'est sûr que ça m'a aidé, mais je ne le faisais pas pour les distinctions, je le faisais par amour de mon art et pour vraiment appuyer les gens, leur donner de la force. D'accord. Alors, et l'année sabbatique, là, c'est en quelle année à peu près? Si Ça, tu peux dire? c'était en 2011. Oh, wow. 2011, ouais. 2011. J'ai quitté mon emploi en finance en 2011 et c'était ça, 2011. 2000, ben, 2012, fin 2011, début 2012. Donc, 2012, je pensais une année, ben, 2013, mon patron m'a rappelé, est-ce que tu reviens? J'ai dit non, j'avais déjà commencé de dire non, j'ai dit non, je ne reviens pas. Et puis voilà, j'ai continué à me battre et puis je donnais voilà, j'essaie de trouver des ressources un peu partout. J'ai aussi eu le privilège de faire un peu de consulting euh, pour d'autres boîtes. Donc c'était voilà, j'ai aussi un poste de consultant qui m'aidait. Donc, mais tous les fonds que j'avais, c'était réinvesti dans la musique, systématiquement. Parce que c'est vraiment, il faut vraiment être têtu, il faut vraiment vouloir, il faut vraiment et puis faire les sacrifices. Donc, voilà, je buvais de l'eau tous les jours. Ça garde en bonne santé. Donc, voilà, et d'être entouré aussi, d'avoir créé un écosystème de personnes qui peuvent t'appuyer, fertiliser ton rêve et apprendre et continuer à grandir. Donc, c'est ça à l'époque, je le faisais entre Montréal, Ottawa aussi. Mais j'ai beaucoup appris, beaucoup appris. J'ai aussi appris de mes erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et voilà, c'est plus, en fait, tu ne perds jamais. Même si tu fais des erreurs, en fait, tu apprends une nouvelle façon de ne pas faire. Donc, tu es toujours en train de grandir. Et jusqu'à présent, je fais encore des erreurs, j'apprends encore. Voilà, je crois il faut toujours avancer. Chaque jour, comme on dit, un de mes mentors me disait, the rent is due every day. Il faut que tu dois payer le loyer chaque jour. Eh bien oui, c'est ça, c'est chaque jour, c'est son combat et se relever, apprendre quelque chose, apporter. Je me suis dit je vis avec ce principe, la loi spirituelle, qu'on s'enrichit en donnant. Donc, plus tu donnes, bah, plus ça va revenir. Et donc, c'est ça ce que j'ai toujours appliqué. J'ai toujours essayé de m'évertuer à le faire. D'accord. Alors, si je demandais l'année, c'est aussi pour voir, par rapport à tes albums, de Oui, mes recherches, c'est de 2008 à 2023. exact, Tu as sorti 5 albums c'est ça. et tu es en train de travailler sur le sixième. Donc, pour confirmer que ce n'est pas aujourd'hui, Oui. et tu travaillais quand déjà tu sortais des albums. Et petite parenthèse que je vais ouvrir, les albums, le premier c'est Abel Maxwell, le deuxième c'est Interlude, le troisième Rupture, quatrième Contradiction et le dernier Cinq Roses. Est-ce qu'il y a un lien entre les noms des albums? Ou qu'est-ce qui a décidé des noms? Le Comment? premier album, alors ça, je l'ai sorti quand j'étais en France. J'étais encouragé par la compagnie Alter Ego Music qui m'a encouragé, qui m'a appuyé. En tout cas, c'est eux qui ont travaillé beaucoup sur cet album à l'époque. J'étais encore aux études, j'étais au conservatoire et à l'université en même temps. Je suis arrivé au Canada pendant la promotion de cet album. C'est aussi grâce à cet album que j'utilisais toutes mes vacances pour retourner en France pour faire des concerts. Alors, interlude avec BODB Entertainment. Euh, interlude, c'était vraiment le passage.
de l'anglais au français, parce que j'ai compris que en français, il n'y avait pas beaucoup d'albums, il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui faisaient, il y avait moins d'artistes francophones que les artistes anglophones. Je ne voulais pas être en compétition avec Usher, les gros poissons de l'industrie. Je me suis dit, je vais créer quelque chose d'unique au Canada, en francophonie, en Ontario. Et bah, ça a porté des fruits parce que j'ai été remarqué par Radio-Canada qui m'a nominé en tant que meilleur interprète masculin en 2015. Euh, Rupture est venue. Alors, Rupture, c'était rupture de la violence. C'était un peu essayer de partir, de parler un peu aussi de mon parcours. Donc là, j'avais aussi écrit une chanson avec mon équipe sur la violence faite envers les femmes. Donc, le fait de mettre Rupture, le titre Rupture, c'était plus interpellant pour dire pourquoi Rupture. Rupture, donc, c'était la rupture de la violence, rupture de ce qui ne va pas. Donc, changeons. Donc, c'était un peu ça. Contradiction. Contradiction, c'était aussi. Alors, quelque chose que je peux dire aussi sur tous les noms des albums peuvent se dire dans les deux langues. Interlude, ça se dit en français comme en anglais. Contradiction en anglais aussi. Rupture, même chose. Cinq roses, five roses, même chose. Donc, il y a cette dualité français-anglais dans laquelle j'ai toujours évolué. Mais ça c'est aussi, ça se pense en équipe. J'ai pas pensé ça tout seul. C'est mon collaborateur Just the Greatest à BODB Entertainment m'a beaucoup aidé aussi. Donc en équipe, on a travaillé pour réfléchir, vraiment réfléchir à des concepts. Euh, on est dans un contexte bilingue en Ontario, au Canada. Donc même si j'ai un accent, une accentuation euh, sur le français francophone, je me distillais quand même quelques mots en anglais et d'autres langues aussi, voilà, pour montrer aussi mon identité. Donc là, le prochain album, on n'a pas encore décidé le titre, mais c'est souvent voilà, tu comprends un peu la trajectoire qu'on est en train de prendre, qu'on a prise. C'est aussi parce que j'ai aussi pas mal d'anglophones qui me suivent. Et si je fais quelque chose qui est exclusivement en français, je risque de les perdre, même s'ils apprécient la langue française. C'est aussi bien de les inclure d'une certaine façon. Donc, c'est ça. C'est un peu l'historique des titres. Ok. Alors, je sais que tu portes plusieurs casquettes. Tu en as mentionné déjà deux ou trois. Tu fais du MC. Mhm. Dans le cadre de là, je t'ai vu. En plus d'être artiste, tu as parlé du consulting. La dernière fois, je sais qu'on t'a invité aux Nations Unies. Qu'est-ce que tu fais d'autre à part être Abel le chanteur? Bon, je suis un entrepreneur, on va dire ça. Je pense que c'est la façon la plus simple de me décrire. J'essaye de j'essaie de monétiser mes talents. Voilà, c'est un entrepreneur qui apporte un service ou un bien ou voilà, un produit, et le vendre. Donc là, j'ai été invité à Genève, aux Nations Unies, au forum permanent des personnes d'ascendance africaine. Comme je fais beaucoup de travail pour les jeunes afrodescendants. Quand je fais des tournées dans les écoles, il y a plusieurs jeunes qui veulent juste arrêter l'école, devenir des TikTokers ou des YouTubers et gagner leur vie de cette façon. Et je les encourage à rester à l'école, à développer leurs activités extracurriculaires en plus de l'école, comme je l'ai fait. J'ai fait un cursus universitaire, mais j'ai continué la musique en même temps. Je leur dis ça leur donnera de la force. Moi, c'est en fait le fait que j'ai fait des études qui m'a aidé à m'appuyer à faire ma musique. Si je faisais exclusivement la musique, je ne pense pas que je serais là où j'en suis aujourd'hui. Donc, comme je suis un témoin vivant, un exemple, un modèle, pour eux, ça crédibilise un peu les choses. Je dis la même chose que mes profs en classe, mais comme je suis un artiste qui le dit, donc ben, c'est vrai, on va rester à l'école, on va exceller à l'école, on va aussi exceller dans le sport, dans la musique, dans la peinture, dans l'écriture, peu importe. Donc, c'est de faire les deux. Euh, je, donc, j'ai aussi été consultant en communication, et en marketing pour des organismes. Euh, Parce que bon, j'ai quand même fait une concentration, double major en finance et en Ok. communication, marketing. Euh,
Donc, au forum des personnes d'ascendance africaine, j'étais invité parce que j'ai eu l'ordre de la Pléiade. J'ai été introduit dans l'ordre de la Pléiade, qui est l'ordre de la francophonie, du dialogue des cultures. Et comme je travaillais beaucoup avec beaucoup de jeunes afro-descendants, ils voulaient avoir ma perspective sur mon travail au Canada. Donc, plusieurs représentants de plusieurs pays sont venus pour parler de leur travail avec des afrodescendants et voir comment améliorer les politiques pour déjà baisser le racisme, le racisme systémique. Enfin, je pense pas même partout, on a tous souffert du racisme quelque part à un moment de notre vie et comment le combattre. Donc, on partage nos expériences et voir comment est-ce qu'on peut exceller et puis voilà, réussir, prospérer dans ce que nous faisons. Donc voilà, ma casquette de consultant, d'entrepreneur, d'artiste, d'MC, euh, ouais, d'entrepreneur. Je pense que c'est l'enveloppe, le parapluie de toutes ces activités que que je mène au quotidien. Et d'investisseur aussi, autre chose. Alors, on va retourner maintenant un peu en arrière. Et je sais qu'on fait souvent ces blagues-là. Est-ce que tu peux nous partager certaines anecdotes déjà de... Alors, je sais que tu es né au Sénégal, Oui, c'est ce que j'ai découvert, mais je crois que tu as fait tes études aussi au Togo, entre autres, oui, au une collège partie. protestant, voilà. Est-ce que, Oui. est-ce que tu peux nous relater quelques anecdotes liées à ça? Ah mon, il y a tellement de belles choses, hein, tellement de choses. Alors, Euh, ouais, où est-ce qu'il faut commencer? C'est ça en fait, hein, il y a tellement de... Je pense que le fait de voyager, euh, ça m'a ouvert l'esprit, beaucoup ouvert l'esprit. Euh, on vient du continent africain, du Sénégal et au Togo où j'ai étudié, et aussi en France un peu plus tard, euh, quelques années, et aussi voilà, venir au Canada depuis maintenant presque 20 ans. Euh, la culture dans chaque pays est particulière. Donc, il faut comprendre les us et les coutumes de chaque culture. Ce qui est euh, marquant pour moi, c'est ce qui, de manière générale, c'est ce que j'ai appris vraiment, c'est le respect des aînés aussi, le respect qu'on attribue aux personnes de manière générale en Afrique, de manière générale que j'ai retrouvé, en tout cas le dénominateur commun, c'est le respect et comment s'adresser aux... Voilà, une anecdote qui me vient, qui peut être, qui peut être, qui peut aider, c'est que par exemple au Togo, par exemple, quand une personne âgée, enfin, personne plus âgée, déjà quand quelqu'un est de un an ton aîné, c'est ouf, big deal. C'est déjà. Déjà quand, par exemple, même nos parents ou bien nos oncles ou bien des gens plus âgés, quand ils te parlent, quand ils t'adressent à parole, tu ne dois pas les regarder dans les yeux. Parce que c'est un peu, pour eux, c'est défiant. C'est comme si tu les défies. Donc souvent la tendance est tu baisses les yeux, tu écoutes ce qu'ils ont à dire et tu les remercies. Alors que quand tu viens par exemple au Canada, quand tu fais cette même façon, ça montre un manque de confiance. Ah, c'est vraiment, dans une culture, c'est accepté parce que c'est comme ça que c'est fait, mais ici, en Amérique du Nord, quand quelqu'un te parle, si tu ne le regardes pas dans les yeux, ben, si tu as des regards fuyants, eux, ils comprennent ça comme un manque de confiance, donc ils ne peuvent pas te faire confiance. C'est un savoir-être qu'on recherche ici. Euh, dans les cultures, voilà, en Afrique ou en Europe, on recherche des diplômes. Est-ce que tu as tel master, tel doctorat, etc. C'est un peu plus valorisant de cette façon. Un savoir-faire, peut-être. Mais au Canada, c'est un savoir-être qu'on recherche. Euh, il faut être. Il faut être. Donc, il faut vraiment que les gens puissent te faire confiance, puissent s'identifier à toi. Donc là, à partir de là, plusieurs opportunités s'ouvrent. Donc, c'est des choses que j'ai apprises avec le temps et en observant. Et quand il y a plusieurs, les Africains, les immigrants qui viennent ici,
ben, ils ont des fois ce décalage. Du coup, ils perdent des opportunités à cause, ils pensent bien faire, mais euh, c'est, c'est- il faut apprendre très rapidement les contours de la culture pour pouvoir bénéficier de certaines opportunités dont tout le monde, dont ils sont vraiment capables en réalité. On peut te disqualifier parce que ton savoir-être ne reflète pas vraiment la culture. C'est pour ça que, en tout cas, je crois que j'ai eu une intelligence de comprendre ces dynamiques-là assez rapidement. C'est ce qui m'a, quand tu es entrepreneur, tu apprends tous les jours. Tu dois te documenter, lire, regarder des vidéos sur YouTube, enfin, apprendre de toute façon, de toutes les sortes, pour pouvoir attirer le plus d'opportunités vers toi. En fait, c'est un peu, bon, ça c'est une anecdote qui me vient en tête, mais un peu plus générale, mais après spécifique, il y a tellement d'histoires, tellement de choses qui me sont arrivées, aussi cocasses les unes, les autres, les unes que les autres, ou des fois des injustices, ou enfin, des scènes de racisme et tout ça qu'on surmonte, des difficultés. Je pense que il faut toujours surmonter les difficultés. J'essaye de voir le verre à moitié plein tout le temps, plutôt qu'à moitié vide. Les personnes qui m'ont inspiré, dont je lis les autobiographies en ligne, ont toujours été des personnes positives, des personnes qui ont toujours pensé que les choses étaient possibles. Donc, j'émule, j'essaie d'imiter cette façon de penser. Et c'est comme ça que je suis arrivé jusque-là. C'est comme ça que on s'est connus même. Oh. Donc, il faut toujours croire au potentiel. Il faut toujours croire à demain. Il faut toujours croire que à l'avenir, les choses peuvent aller mieux. Il y en a qui pensent que les choses peuvent aller mal. Mais si tu penses que ça va aller mal, tu ne mettras plus d'efforts parce que tu penses que c'est déjà que c'est la défaite. Mais quand tu sais que ça peut aller, ça veut dire qu'il faut que tu t'améliores. Il faut que tu t'améliores, il faut te changer, faut être en transformation perpétuelle vers le meilleur, devenir une meilleure version de soi-même pour attirer de meilleures opportunités, contribuer aussi. Donc j'ai toujours été dans une logique de contribuer. Qu'est-ce que je peux apporter quand je vais quelque part? Qu'est-ce que je vais m'enrichir après, je vais recevoir. Je ne m'inquiète pas de recevoir, mais pour le moment, je donne, je donne, je donne, je donne. Et quand tu donnes, c'est une loi spirituelle où, ben, quand tu donnes, ben, tu vas récolter. C'est comme, tu peux pas ne pas, quand tu sèmes et que tu arroses, ben, un baobab ne pousse pas en un jour. C'est Ça prend du temps, mais le baobab arrive parce que quelqu'un a planté une graine. Donc c'est vraiment ça un peu ma façon de penser, ma façon d'être, ma philosophie de vie. J'essaye d'apporter du positif dans la vie des gens à travers mes talents. Et un jour, on se retrouve devant Maoussé. Tu vois, c'est vraiment ça. ça. Alors, il y a le, je suis un peu resté sur ma soif, mais je vais te récupérer ailleurs. Ouais. Alors, j'ai vu par exemple le documentaire This Is It de Michael Jackson. Je ne sais pas si Oui, tu oui, bien as sûr. vu. Et Plusieurs je l'ai fois. vu, je ne sais même plus combien de fois je l'ai vu. Et euh, il y a plein de leçons que je tire de ce documentaire-là. Mais si j'en reparle, c'est pour voir. Est-ce que tu as eu, par exemple, je sais que les lives, c'est comme un projet, c'est plein d'imprévus. Est-ce qu'il y a une anecdote liée au live? Je dis n'importe quoi. Genre en hiver, tu viens pour chanter, tu perds la voix. Est-ce qu'il y a de ces trucs ou bien tu as tellement froid, tu as du mal à jouer au piano? Est-ce qu'il y a de ces genres de réalités? Parce que du côté du public, on ne voit que l'artiste presté, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, il y a tellement de choses. Même, regarde, je vais te raconter. J'étais invité à un festival à Paris en avril, le 18 avril, Togo Art Festival qui m'a invité. J'arrive sur scène, on présente, oui, Abel Maxwell, applaudissez l'actrice qui arrive. Alors, j'en arrive, je commence à chanter, tout ça, tout se passe bien. Et à un moment, plus de musique, pouf, la musique s'arrête.
Et quelqu'un vient de me dire à l'oreille que en fait, il faut que le DJ redémarre l'ordinateur. Donc, il n'y a plus de musique, d'accord? J'ai des danseuses qui sont derrière. Alors, dans ma tête, ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je peux pas dire, bon, attendons, vous allez attendre que l'on redémarre l'ordinateur parce que ça ne marche pas. Quand tu es un professionnel, tu dois improviser, tu dois trouver. Alors, qu'est-ce que je vais? J'ai commencé à parler avec le public. J'ai commencé à leur raconter comment est-ce que je suis arrivé, leur faire des petites blagues, aller interviewer des gens. Tout ça, c'était ma stratégie pour gagner du temps. Les gens trouvaient ça tellement, tellement bien que c'est prévu. Ils ont beaucoup aimé cette interaction que j'avais avec eux, mais j'avais pas prévu ça. Donc, il faut toujours avoir des tours dans son sac pour des choses qui arrivent. Donc, j'ai pu raconter un peu comment est-ce que je vis au Canada, comment est-ce que j'ai eu les distinctions, et je parlais avec les gens. Ah, mais toi, tu es très bien habillé, ça vient d'où ça? Donc, voilà, intéresser les gens. Donc, voilà, les gens se sont du coup attachés à moi à travers. Donc, j'étais en train d'attendre le signe. Que c'est bon. Mais pendant ce temps, je racontais que des histoires. Et les gens riaient, les gens étaient contents. Ça a duré, je sais pas, peut-être une dizaine de minutes. C'est long, hein. Waouh, Et waouh. quand tu es sur scène et qu'il y a 10 minutes où il faut quand même, il faut improviser des choses, il faut rester intéressant, Waouh. il faut rester pertinent, il faut être amusant, faut pas ennuyer les gens. C'est vraiment l'entertainment. Donc Hmm. c'est un art il faut vraiment toujours être prêt à improviser, toujours. Donc, Waouh. alors c'est drôle parce que cette interaction, c'est drôle, ça a même relevé ma performance. Ça fait que les gens étaient vraiment avec moi quand la musique est revenue. Les gens dansaient, étaient debout jusqu'à la fin. Et quand je parle, les gens ne voulaient pas que je parte, mais il y avait d'autres artistes qui venaient. Donc, et les gens étaient super contents. Donc, voilà une petite anecdote où des fois, il faut toujours transformer une situation négative en une situation en quelque chose de positif. Comment tu peux changer les choses? Alors que quelqu'un peut être complètement paniqué. Oh, ça y est, Edouard Renard, il n'y a plus de musique, il n'y a rien. Donc, c'est que ce que tu avais prévu. Tu avais un scénario, en fait. Donc, quand tu viens sur scène, quand tu es artiste, tu as un scénario, tu as une façon tu sais, la chronologie de tes chansons, ce que tu vas dire entre les chansons, tout est prévu. Mais quand quelque chose arrive comme ça sur scène, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lâches le public, tu lâches? Ou tu deviens professionnel et tu deviens créatif, tu deviens inventif et tu restes pertinent. Donc, des choses comme ça arrivent de temps en temps. Là, c'est la dernière fois que ça m'est arrivé où au festival à Paris, où les gens savaient que je venais du Canada, ils m'attendaient, donc les gens sont venus me voir pour la première fois. Imagine, tu, première performance, tu me vois, et puis il y a un flop comme ça qui arrive. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu réagis? Donc j'ai pris cette situation, ben, j'ai trouvé, je me suis amusé avec. J'ai parlé avec les gens, je suis allé dans le public. Ils étaient surpris parce que souvent les artistes ne font pas ça. Ils Ouais. sont sur scène, il y a une distance entre eux et le public. Moi, je suis allé dans le public, je parlais avec les gens. Donc voilà, il faut toujours, j'essaie de trouver toujours quelque chose pour emmener les gens dans mon univers. Donc voilà une anecdote. Mais en fait, c'était un moment de panique en réalité. Et dans ce derrière, Madame là, ça. qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est drôle parce qu'à ce moment-là, les gens riaient. C'est là où les gens rient le plus. Waouh. C'est ça, il faut toujours innover. Mais il faut avoir ce mindset d'apporter toujours du positif. Et tout peut arriver. Si quelque chose arrive, qu'est-ce que tu fais? Alors, si tu te dis que c'est possible, que tu peux, ben oui, tu enclenches ton système à devenir créatif, à devenir inventif. Il y a quelque chose qui va. Tu utilises cette situation. Ou qu'est-ce qui arrive? Tu chantes à un moment, le micro ne marche plus. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Alors, tu dois trouver des stratégies pour rester intéressant. Hein, ne pas du coup, diminuer ta performance. Et voilà. Et du coup, ben, voilà, à prendre un impact parce que les gens jugent très vite hein, qu'un artiste, il veut dire, ah, lui, il n'était pas bon, il n'était pas bon. Ben, tu veux pas non plus que ça soit quelque chose qui arrive. Hmm. Il faut toujours, faut avoir des tours dans son sac quand les choses comme ça arrivent et rester éveillé, quoi. Il faut rester éveillé jusqu'à la fin, du début à la fin. Là, tu vois, c'était une situation qui a été à mon avantage finalement. Ouais, Et ouais. parce que
j'ai su changer la dynamique, j'ai dû créer. Il fallait que je... Et on me disait, on venait me dire, continue à parler, encore, continue. Eux-mêmes paniquaient, la technique paniquait. Moi, j'étais sur scène, moi, je paniquais pas. Continue, c'est pas encore fini. Et moi, je continuais. Les gens n'ont vu que du feu. Ils pensaient même que cette partie était prévue dans mon set. C'est C'est ça. drôle. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est les réalités de la scène. Parce que c'est à l'instant. C'est comme un show de télévision. Tu peux pas. On arrête la télévision, on revient dans 2 jours. On peut plus faire des choses comme ça. Alors, toujours dans le même sens et puis en rapport aussi avec ce fameux documentaire-là, Oui. le nombre de répétitions que les gens font derrière, les différents, des fois, coachs que tu dois prendre. Je te vois par exemple danser dans des clips, je sais pas que tu Oui. savais danser autant, mais ça coûte quoi à peu près de préparer un concert? C'est vrai que tu viens, comme tu l'as dit, si on prend l'exemple du concert dont tu parlais là, même si c'est une prestation de 10 minutes, tu te prépares comment? Voilà, c'est une Alors, idée de comment ça se plusieurs passe. façons. Déjà, il faut travailler beaucoup plus sur soi-même que sur les autres. Moi, je travaille tellement sur moi. Je suis tellement exigeant. Euh, pour te dire, à chaque fois que je fais une performance, je réétudie ma performance, la revois après. Pour que la prochaine fois, j'apprends des erreurs que j'ai commises. Parce que c'est jamais parfait, complètement parfait. Mais bon, pour les gens, c'est parfait. Mais pour moi, je veux toujours améliorer. Pour préparer, déjà, il faut déjà bien connaître tes chansons, enfin, répéter. Plus tu répètes, plus la répétition, c'est comme, tu es comme un athlète, comme un athlète de basket ou de foot. Plus tu shootes, plus tu développes un automatisme. Et ça devient automatique. En fait, c'est de ramener ce qui est conscient dans le subconscient. Il faut que ça soit automatique. Donc, et après, avec les musiciens, c'est la même chose. Déjà, tu leur envoies les chansons à l'avance, ils travaillent. Quand vous vous voyez, vous répétez, vous ajustez. Et plus vous travaillez, plus vous êtes en symbiose. Même chose pour avec les danseurs, les danseuses avec lesquels je travaille, c'est la même chose. En l'occurrence, pour Paris, la dernière fois, j'ai un groupe de danseuses qui s'appelle Hope, Dance Hope 228. C'est des danseuses qui venaient du Togo, qui étaient en tournée en France, avec lesquelles j'avais collaboré déjà en 2023, parce que j'étais invité par l'Institut français du Togo pour un concert. Elles ont dansé avec moi et elles étaient en tournée en France en 2026, au même moment que moi. Donc elles m'ont contacté, elles m'ont dit, on a vu que tu fais un festival à Paris, on est là aussi, on peut danser avec toi si tu veux. Waouh, c'était vraiment tombé à pic. Elles connaissaient déjà mes chansons. Donc, on n'a pas eu besoin de répéter, alors, parce qu'elles connaissaient, on avait déjà travaillé, et puis elles ont travaillé. Elles m'envoyaient, là, on travaillait à distance, pendant qu'elles étaient encore à Lomé. Elles m'envoyaient des vidéos de comment est-ce qu'elles travaillaient sur mes chansons, et je leur donnais des feedbacks. Donc, ça s'est passé comme c'est cette façon. Et quand on est sur scène, ben voilà, tout s'est mis ensemble. C'est drôle parce que elles sont arrivées la veille à Paris. Moi, je suis arrivé le jour, ouais, aussi la veille. On s'est vu, on s'est rencontrés littéralement 1 heure de temps avant notre performance. Ah, Mais, on s'était parlé pendant voilà, quelques semaines au téléphone, sur WhatsApp avant. Quoi. Donc, wow. c'est un peu comme ça que ça se passe. Sinon, d'habitude, avec mon groupe à Toronto, on pratique, on a un local où on se réunit. J'ai un directeur musical qui connaît mes chansons, qui travaille avec des musiciens. Il travaille déjà, il y a une partie la musique uniquement. Moi, je travaille aussi de mon côté. Après, on se met ensemble, on répète. Et jusqu'à peaufiner voilà, le spectacle. Chaque chanson, les transitions, c'est moi qui m'en occupe, puisque c'est moi qui m'adresse au public. Euh, et que je sois seul ou que je sois avec des musiciens, des danseurs, mais c'est la même chose. Il faut travailler super fort parce que tu as un produit et les gens, il faut qu'ils aient la meilleure expérience, la meilleure que. Si tu as un moment avec eux, peut-être que tu as une performance de 20 minutes, peut-être 10 minutes, peut-être 5 minutes, peut-être c'est un concert d'1 heure, mais il faut que ces moments-là
captive les gens. Il faut qu'ils soient avec toi et qu'ils aient un très bon moment. Donc, il faut faire en sorte de ne pas être oublié tout de suite. Et j'essaye de faire en sorte voilà, que les gens soient impactés, soient inspirés à la fin de ma performance à travers mon message, à travers ma performance, à travers ce qu'on donne au public. Je pense que c'est cette démarche-là qu'il faut avoir, il faut toujours s'améliorer. Et quand j'ai regardé This Is It aussi, je l'ai regardé plusieurs fois, je me rappelle, dès qu'il est sorti, je l'ai regardé, mais je l'ai regardé, re-regardé, pour comprendre le fonctionnement de Michael Jackson, un perfectionniste dans l'âme. Ouais, donc c'est vraiment la démarche dans laquelle il faut s'inscrire pour exceller. Je pense que je n'ai pas encore fait mon meilleur show. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore fait. Ben, en fait, ton meilleur show de la veille devient, en fait, ça devient, tu dois te dépasser. Tu dois mieux faire à chaque fois. Alors, il y a une question aussi que je trouve importante parce que tu es dans le domaine de la création. Euh, déjà, moi, par expérience, quand tu prends plusieurs vols ou bien tu dois faire plusieurs déplacements et que tu dois après venir t'asseoir au bureau, faire une activité, c'est un peu comme il y a un décalage, il te faut des fois même des jours pour récupérer. Et je sais qu'il y a des artistes qui préfèrent être un peu cachés, un peu comme les Tracy Chapman ou dès qu'ils finissent leur prestation, tu ne les vois plus nulle part, ils sont pas sur les réseaux, etc. C'est vrai, c'est aussi l'ancienne génération, mais comment tu fais pour ne pas te perdre en grive? Parce que, voilà, déjà, il y a beaucoup de risques de perdre sa créativité parce que, voilà, tu es consultant aujourd'hui, etc. Tu cours à gauche, à droite. Comment tu fais pour quand même rester créatif? Alors, dans la vie, de toute façon, tout m'inspire, déjà à la base. Donc, tu restes créatif, tu restes ouvert tout le temps. Quand j'ai fini mes performances, ben, je rencontre les gens, je prends des photos, etc. Après, je rentre à la maison et avec la famille, ça me garde un être humain, voilà, tout simple, euh, bien quoi. Donc, voilà, mon fils qui va me dire, est-ce que tu peux m'acheter du lait? Ok, d'accord. Je vais aller acheter du lait, pas de souci. Voilà, les choses comme ça. Donc, euh, j'ai une vie publique, mais j'ai aussi une vie privée. Pour ne pas me perdre, j'ai ma vie publique est vraiment pour ce que je fais, mon travail, voilà, la musique ou les interventions en tant qu'MC en consulting. Mais j'ai aussi ma vie privée où je m'occupe de ma famille, je suis au téléphone avec ma mère, qui va me dire je suis pas d'accord avec telle chose, j'ai pas aimé telle performance, j'ai pas aimé cette chanson, j'ai pas aimé bon ça me garde le côté humain quoi, le côté où donc j'ai cet équilibre là. Et je prie aussi. Donc ça me force à rester humble. Il faut rester humble pour rester créatif parce qu'il y a toujours à apprendre. Il ne faut jamais penser que tu es arrivé quelque part. Enfin, arrivé où? Nulle part. En fait, on n'arrive jamais nulle part. Même si tu as fait quelque chose, oui, c'est bien, ok, c'est bien. Ben, maintenant, il y a un nouvel objectif qui est encore plus grand. Donc, il faut l'atteindre, celui-là. Donc, je reste créatif en restant ouvert et en apprenant tout le temps. Déjà aussi en suivant la carrière d'autres artistes qui m'inspirent, de voir comment ils font, comment est-ce que... Il y a un artiste qui m'inspire énormément, Stevie Wonder ou Angélique Kidjo, que j'ai rencontré quelques fois. Elle a 65 ans, mais elle a une énergie incroyable, et une gentillesse et une humilité. Tous les héros, toutes les personnes même Mewé que j'ai rencontrés, ils sont d'une humilité incroyable. Ils ont 30 ans, 35 ans de carrière, mais ils sont toujours en train d'apprendre. Alors, qui je suis? Moi, ça force l'humilité, tu vois. Ça fait que tu comprends qu'il faut toujours apprendre. Ces personnes-là sont encore en train d'apprendre, jusqu'à présent. J'étais assis avec Angélique pendant quelques heures euh, la semaine dernière quand était venue à Montréal promouvoir son dernier album, son 18e album. Wow. Euh, j'ai eu le privilège de parler avec elle. Et
c'est incroyable, hein, l'humilité qu'elle a et l'énergie qu'elle a à son âge. Et comment elle voit grand. Elle va être la première, en plus, artiste africaine à avoir son étoile à Hollywood, Wow, Walk of Fame. wow. Donc ça, c'est incroyable. À 18 albums, collaborer avec des grands comme Youssou N'Dour, Alicia Keys, Pharrell Williams, Charlie Wilson et en Bono, U2. Enfin, elle a collaboré avec tout le monde. Mais elle est toujours restée humble. Elle est toujours... Voilà, c'est ça, ça force le respect. Ça te pousse à te dire, mais en fait, on n'est pas arrivé là. Le chemin est encore long. Moi, je travaille sur mon sixième album. Elle, elle est en train de promouvoir son 18e album. Bon, il y a un grand écart quand même, hein, tu vois. Donc, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Il y a toujours à faire. Je pense vraiment, plus tu avances, plus tu réalises que en fait, tu ne connais rien. Et plus j'avance, plus je dis non, Abel, non, franchement, là, Ça va pas là. il y a du travail, il y a du travail, il y a du travail, il y a Tu du travail. travailles pas là. Non, il y a du travail. Il y a beaucoup à faire. Ah, si tu savais, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, c'est illimité, en fait. C'est illimité. Mais je pense que souvent on dit la recherche du bonheur, mais, ou c'est comme on dit souvent, la poursuite du bonheur. Je pense que c'est beaucoup plus le bonheur de la poursuite. C'est pendant que tu es en train de poursuivre le bonheur que tu es heureux. Parce qu'une fois que tu arrives, t'es arrivé, bah, c'est fini. Bah, ok, tu vas faire quoi? Rien? Non. Tu dois continuer. C'est en continuant à poursuivre euh, les nouveaux objectifs qu'il y a le bonheur, en fait. C'est à partir de rien pour arriver quelque part. Tu vois, c'est là où le bonheur se trouve. C'est pas, une fois que tu es arrivé à l'objectif, ben, il faut que tu aies un nouvel objectif. Et c'est Voilà. en poursuivant ce nouvel objectif que tu es encore heureux. Tu Voilà. vois? Et, ça, je le vois, tu sais, je le vois. Tu sais, comme j'ai rencontré plein d'artistes, comme je te parle de Mayway ou d'Angélique Kidjo, qui sont tellement humbles. Ce sont des gens humains, très humbles. Humbles, mais terre à terre, quoi. Et ils vont te ramener terre à terre. Ils vont te ramener. Tu vois, ils sont eux aussi encore en train de se perfectionner Ouais. après 35 ans de carrière. Alors, tu vois, ça, ce sont des exemples. Mm. Ultimement, même quand j'étudie les gens qui m'inspirent en ligne, quand je vois les Stevie Wonder que j'ai pu voir aussi quelques fois, ou qui, voilà, c'est des gens qui continuent à apprendre, qui continuent à se découvrir, à faire mieux. Euh, c'est ça, tous les artistes, en tout cas tous les artistes qui avancent ont cette démarche-là, de manière générale. Mm. J'ai eu le privilège de collaborer avec le groupe togolais Toufan, que tu vas connaître, où on a fait un concert au Zénith l'année dernière. Ouais. C'est des jeunes aussi qui se battent, quoi. C'est incroyable. Ils se battent. Ils pensent pas qu'ils sont arrivés aussi. C'est la même chose. Ils ont une belle renommée. C'est ça. Il faut toujours, faut toujours, faut continuer à grandir. Et puis plus tu avances, en réalité, tu réalises que tu en fait, t'as rien fait. Exactement. Exactement. Et tu as aussi abordé un aspect qui, je pense, est pertinent pour tous ceux qui immigrent, pas forcément, pas seulement au Canada, mais c'est Mhm. l'aspect visibilité, réseautage. Je sais que avant cette session d'aujourd'hui, on en a parlé, toi et moi, mais est-ce Ouais. que pour toi, on va dire oui, c'est normal de travailler sur la visibilité, mais quelqu'un qui n'est pas artiste, est-ce que c'est pertinent de faire du réseautage, de chercher à être visible, voilà. Est-ce que il faut juste euh, attendre que ses actions parlent pour soi ou est-ce qu'il faut intentionnellement travailler sur sa Il visibilité? faut faire les deux. Il faut faire les deux. Il faut travailler sur ses actions. Il faut aussi être visible. En fait, on dit chaque enfant est un artiste, mais c'est en devenant adulte que j'ai cette citation, hein, quand il devient un adulte qu'il faut euh, quand qu'il faut qu'il décidera. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Il y a une citation de ce genre. Qu'on soit un artiste, ben, un artiste aujourd'hui, c'est un entrepreneur en fait, en réalité. Un entrepreneur des arts et la culture.
Mais tout le monde, tu dois te faire, si tu peux faire le plus beau travail, mais si personne n'est au courant de ce beau travail, comment tu avances pas? Donc, en fait, travailler sur sa visibilité, c'est capital, c'est très important, fondamental pour pouvoir faire fructifier ton produit, ce que tu es en train de faire. Rencontrer les personnes clés, aller à des endroits fédérateurs, aller à des événements, partager. Et c'est pour ça que, par exemple, la plateforme LinkedIn est une très bonne plateforme pour cela, parce que c'est une plateforme professionnelle. Il faut déjà avoir une très belle, bien se présenter pour avoir maximisé ses chances. Et puis, déjà en ligne, de manière digitale, et après en personne. Et après, continuer à bâtir des relations. Et c'est comme ça qu'on fait fructifier et qu'on prospère. On peut faire fructifier ce qu'on a, ce qu'on fait, et collaborer. C'est dans les collaborations que les choses se passent. C'est comme en économie, quand moi j'étudiais l'économie, macroéconomie à l'université. Quelqu'un produit des bananes, un autre pays produit des oranges. Ça lui prend 1 heure pour produire 10 bananes. Lui, s'il produisait des bananes, ça lui prendrait 5 heures. 10 bananes. Donc, lui produit plus d'oranges. Ben, alors, du coup, on fait des échanges. C'est la même chose. C'est les mêmes réalités. Donc, ce que tu fais le mieux, le plus facilement, tu le proposes et tu as besoin de ce que une autre personne apporte. Donc, vous collaborez de cette façon. Par exemple, ça, c'est juste, j'essaie d'imaginer un peu, je fais une métaphore. Euh, mais c'est ça, il faut travailler sur sa visibilité et la visibilité d'un bon produit, de quelque chose de bien. Donc il faut faire les deux. Il faut Voilà. faire les deux, il faut faire du networking euh, et puis construire la relation. C'est pas le jour où tu sèmes que tu vas récolter. C'est pas le jour où tu serres la main de quelqu'un que demain il y aura un contrat derrière. C'est Mm. comme ça que ça se passe. C'est rencontrer déjà, puis à bâtir la relation et voir comment tu peux apporter à l'autre. Une fois quand tu peux résoudre un problème de quelqu'un, ben, il y aura une compensation financière qui va suivre. Parce que c'est ça, c'est les entrepreneurs, ils résolvent des problèmes, c'est résoudre des problèmes. Quel est le problème que tu résous? Mm. Et plus le problème est grand, plus la compensation est grande. C'est ça la mentalité d'un entrepreneur. C'est ça, super. Alors, je sais aussi que j'ai découvert, je ne savais pas, j'ai Ouais. découvert que tu es auteur. Ah oui, Où est-ce avec que ce livre, est-ce qu'il est toujours oui. disponible pour Alors, nous ce entendre? livre, c'est une, bon, on peut dire une aubaine. C'est un de mes mentors, Brian Tracy, qui a initié ce projet d'écrire avec ses mentorés. Donc, on a écrit ensemble. C'est un livre collaboratif avec plusieurs professionnels et Brian Tracy. C'est pas mon livre à moi tout seul. Bon, j'ai collaboré avec lui, qui est devenu un best-seller parce que lui, il écrit tellement, il a écrit depuis très longtemps. J'ai collaboré dans ce livre en écrivant sur ma perspective, donner des conseils, un self-help book, on va dire. Euh, il est disponible sur Amazon, mais c'est vraiment l'initiative de Brian Tracy, dans laquelle j'ai collaboré. Je suis en train de travailler sur mon propre livre en ce moment, ça tombe bien, mais je suis pas encore prêt. Donc quand ça sera prêt, je t'appellerai certainement pour faire la publicité. Claire, ce sera un honneur. Voilà, parler un peu de mon parcours, parler de mes erreurs en fait. C'est un livre dans lequel je veux parler des choses, des obstacles que j'ai surmontés et que des autres personnes qui voient ces obstacles, comment le faire et puis parler un peu de mon parcours. Je pense que ça peut aider quelques personnes. Moi, je me dis toujours que si j'aide une personne, j'ai déjà fait mon travail. Si j'inspire une personne quand j'arrive quelque part, j'inspire une personne. J'ai un public de 10 000 personnes, il y a une personne qui est inspirée, j'ai réussi. Ouais. C'est ça voilà, c'est ce que je cherche. Je cherche à inspirer au moins une personne. Donc, voilà, c'est dans cet élan-là que je vais terminer. J'ai commencé ce livre-là il y a quelques années quand même. Il faut que je le termine. Mais plus j'avance, plus j'ai des expériences, plus des choses. Donc, je me dis, j'attends. Vraiment, je suis en train de l'enrichir de plus en plus. Mais il faut un moment qu'il sorte. Souvent, j'ai été mes collaborateurs disent, il va sortir quand ce livre? Il va sortir quand? Non, quand tu écris, mais tu vas finir d'écrire quand? Bon, ça va venir, ça va venir. Je ne sais pas quand, mais ça va bientôt venir.
vraiment, vraiment bien le faire. On est dans une mentalité de poursuite d'excellence, donc il Mhm. faut que les choses soient bien faites. Donc, si j'avais sorti ce livre-là il y a quelques années, il ne serait pas aussi bon que si je le sortais maintenant. Parce que entre-temps, j'ai eu plein d'autres choses qui sont arrivées. Et puis, je pense que ça va être bénéfique. Ben, super. Déjà, félicitations parce que pour quelqu'un qui a osé, tu sais comment c'est contraignant d'écrire un livre. Oh oui, Une des parties déplaisantes, c'est quand tu penses que tu as fini et que tu l'envoies à quelqu'un pour le lire et on te renvoie plein de trucs, on te dit enlève telle partie alors que c'est peut-être ta partie favorite, etc., etc. Donc, bon courage. Déjà avoir osé croire ou penser se mettre sur un tel projet, c'est déjà louable. Et j'espère que tu pourras t'arrêter un jour quelque part et dire, bon, là, maintenant, ouais, je ouais, vais, ouais, ouais. Bon, on arrive au bout, presque. On est ouais, proche de la fin. qu'au On, début. on est enfin de la fin. Je veux dire, il faut consolider une certaine partie du voyage. Même si c'est un chapitre, si c'est un chapitre de son parcours, Mhm, une partie. Puis après, on aura peut-être d'autres livres. Mais je pense aussi que chaque personne a un livre au fond de lui. On a tous un parcours, il y a tous des choses il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre de quelqu'un. On a mhm, tous des livres au fond de nous en réalité. mhm, mhm. Maintenant, il y a très peu, on dit, il y a moins de 10% des personnes qui osent écrire parce que c'est vrai que ça nécessite un peu de discipline Ouais, ouais, pour le faire, une certaine intentionnalité rare. Très peu de gens le font, mais on a tous des livres au fond de nous parce que ouais, nos parcours sont des livres. exactement. Ce qu'on a vécu, les difficultés qu'on traverse, déjà qu'on soit en vie, on est en train de réussir parce qu'on est déjà en vie. Sinon, Voilà. on ne serait même pas là. Donc, donc, je suis en train de te lancer un défi. J'ai hâte de lire ton livre. Ah. Mais il est là, hein. Ah Il ben est là. voilà. Je l'ai déjà fait, sauf que j'attends Ouais. de le promouvoir. Mais ouais, il est déjà là. C'est pour ça que je sais comment c'est contraignant de le faire. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est un autre parcours en lui-même. Mais écoute, c'est pas impossible. C'est possible. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais le, moi, en tout cas, ce qui m'arrive, c'est que je suis sur livre un, je pense déjà à livre 2 et 3. Genre, C'est comme les films, hein. C'est comme les films. voilà. Un film, tu penses déjà c'est comme les Rocky 1, 2, mais il y a Michael qu'ils ont Exactement. fait récemment. Exact- Ils ont déjà filmé le 2, hein. C'est déjà prêt là. J'attends le moment pour le. Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça parce que nos vies continuent avant. Quand tu as fini d'écrire ton livre, il y a tellement de choses se passent aussi après, qui se passent même pendant que tu es en train de le promouvoir, mais que des choses que Exactement. tu n'as pas mises dans le livre. Donc, tu les Exactement. documentes, tout est dans ta mémoire et à un moment, il faudrait que tu aies la discipline d'écrire et puis après de t'entourer de l'écosystème qu'il faut pour pouvoir le promouvoir et le faire connaître. Si tu devais envoyer un message à Abel d'il y a 20 ans, euh, c'est passé beaucoup de choses, je sais. Ouais. Qu'est-ce que tu lui aurais dit? Alors, je lui aurais dit, ose plus, euh, n'essaye pas de trop penser à ce que les gens vont penser de toi. Parce que je me rappelle à 20 ans, j'étais toujours tellement préoccupé par ce que les gens allaient penser. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ça? Qu'est-ce qu'on va penser de... Bon, aujourd'hui, je réalise que c'est pas important. On s'en fout en fait. Tout le monde a ses problèmes, tout le monde s'occupe de sa vie. Je pensais que les gens suivaient exactement ce que j'étais en train de faire, mais non, pas du tout. Pas du tout. Il faut construire ton parcours toi-même et puis sache que c'est pertinent. Ce que ta vie, personne n'aura ta vie. Et ce que Dieu a mis en toi a de la valeur. Et ne te préoccupe pas des opinions des gens. Surtout, et puis c'est souvent les gens qui n'ont rien accompli qui ont des opinions. C'est assez drôle. C'est très paradoxal comme ça. Et puis souvent on se soucie de leur opinion. Mais c'est pas important en réalité.
Je me rappelle d'un un de mes mentors qui disait, il disait à une personne, mais toi, tu n'as rien à me dire, tu n'as rien accompli, j'ai pas de conseil à recevoir de toi. J'ai fait, waouh! Mais c'est vrai. Et t'as rien, il n'y a rien que tu fais qui m'inspire. Alors pourquoi est-ce que ton avis compte ton avis? Je le mets à la poubelle tout de suite. Ça n'a aucune pertinence. Ce que je fais a de la valeur et ça va aider des gens. Donc, je lui aurais donné ce conseil, je lui aurais dit, ne t'occupe pas de ce que les gens vont penser. Continue à travailler, perfectionne-toi et, et plus d'audace. Parce que j'ai commencé à comprendre ça récemment, hein, c'est drôle, mais j'ai commencé à comprendre cette chose-là il n'y a pas très longtemps. Euh, donc, je m'y attelle. Et j'essaye de communiquer ça aux jeunes qui m'entourent ou que j'ai l'occasion de rencontrer. Je leur dis, écoutez, vous avez tellement en vous, croyez en vous, travaillez fort, vous aurez de bons résultats. Alors, il y a toujours un peu dans le même sens. Souvent, c'est ce qui nous permet aussi de tenir sur ce chemin de entrepreneuriat, ce chemin d'aller vers nos rêves, nos projets. C'est les petits succès. Est-ce que Mhm. tu te rappelles de, je dirais pas le premier petit succès, mais quand tu as pris ton année sabbatique, par exemple, Mhm. quel est ce petit succès-là qui t'a fait dire, ah, franchement, c'est vrai que c'est pas facile, mais ça là, ça veut dire que je suis en train de bien faire. Je me rappelle. Déjà, là, quand je travaillais sur l'album Interlude, qui est le premier album francophone que j'ai fait, euh, et que j'ai eu une nomination de Radio-Canada en tant que meilleur interprète masculin, là, ça m'a réveillé. Je me suis dit, waouh, il y a des gens qui suivent ce que je suis en train de faire. Et puis, faire travailler en français, c'est pertinent. Donc là, déjà, je ne l'ai pas réalisé seul avec mon équipe. Ça a été une bonne reconnaissance pour mon équipe et moi, que le travail qu'on est en train de faire est pertinent. Donc là, je me suis dit, ok, je vais devoir faire des chansons en français. Parce que mon premier album était exclusivement en anglais, donc en France. Donc, c'est là que ça m'a réveillé. Donc, je me suis dit, oh, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je contribue, il faut apporter du positif dans un écosystème où il n'y a pas beaucoup d'offres. Il n'y avait pas beaucoup d'offres dans la musique francophone, avec mon style. C'est une musique soul, R&B, afrobeat, jazz, en français. Il y avait pas beaucoup de propositions. Donc, je me suis dit, je vais contribuer dans cet écosystème. Donc, j'avais ma place. Effectivement, même en afrobeat, en français, il n'y a pas énormément de personnes. En Ontario, je pense que je suis le seul qui le fait en français. Il y en a beaucoup en anglais, mais pas beaucoup en français. Il y en a pas beaucoup. Oui, il y en a qui commencent aussi à s'y mettre. Il y a pas depuis peu. On va les connaître un peu plus. Mais je pense que le déclic, c'était en 2015. Wow, c'est à 10 ans de ça, 11 ans de ça. Quand j'ai eu ta première nomination, je me suis dit, ah, il se passe quelque chose. Il faut travailler beaucoup plus. Et bon, ça a apporté des fruits parce que d'autres nominations sont venues, d'autres distinctions sont venues pour mon équipe. Donc, ça, c'est un déclic, par exemple. D'accord. Alors, petite parenthèse, tu joues à combien d'instruments? Je Euh, joue au piano. Je joue principalement au piano. Je joue aussi de la voix. exactement, exactement, Je chante exactement. aussi. Je joue D'accord. un peu à la guitare. Mon père était guitariste. Mon père, médecin, feu père, médecin, chirurgien, gynécologue et guitariste, chanteur. Donc moi, je suis au piano et à la voix. J'ai eu aussi un moment dans ma vie diriger des chorales. Euh, donc chef de chœur, bien comprendre l'harmonie et donner, distribuer des voix. Et puis voilà, ça c'est une de mes forces aussi, c'est quelque chose que j'ai fait depuis que je suis jeune. Et que je mets que je mets au service de certains artistes qui travaillent avec moi en studio ou sur mes propres projets. Donc c'est principalement le piano, c'est là où c'est devenu une langue pour moi, hein, de la musique, de jouer au piano, c'est ou d'articuler mes idées. Euh, voilà, je dirais le piano. Je joue pas, je suis pas un multi-instrumentiste, je dirais Mhm. ça. Je suis principalement un pianiste, chanteur. Je peux jouer un peu de batterie, un peu de guitare. J'en ai fait un peu de trompette quand j'étais jeune aussi.
Mais je dirais pas que je suis un expert dans tous ces instruments. Je me Non. débrouille. Mais au piano, oui, je peux faire quelque chose de plus percutant. Je peux faire peur à certains pianistes, oui. Alors, je sais que je t'ai pris beaucoup de temps, mais il y a euh, l'occasion fait le larron. Félicitations pour demain. Je l'ai mis sur repeat au point où j'ai rêvé que je jouais au piano en train de chanter demain et dit, ah, demain je devais me réveiller. Et c'était juste avant l'ovation du public. J'ai dit non. Bon, c'est l'innovation que je te donne. Alors, félicitations pour la chanson. Je vais faire une petite confession. Je sais que tu m'en as parlé quelques heures avant la sortie. Ouais. Et quand c'est sorti, je suis allé rapidement sur YouTube écouter. Sur le coup, euh, j'ai écouté. Mais c'est après quand je réécoutais, j'ai dit, mais attends, ça c'est une belle chanson quand même, hein. J'ai dit, mais il a mis quoi dans la chanson et après je n'arrive plus à m'en passer. Mais donc félicitations et c'est quoi la suite pour demain? Alors, demain, mon équipe me pousse de plus en plus à être au piano. Donc, avant, je jouais, je faisais des titres afrobeat qui font danser, mais je vais faire des titres aussi où je chante, où je suis un peu plus au piano. Déjà, j'ai un EP qui sort le 25 juin, exclusivement de piano. C'est un projet qui s'appelle Maxwell Jazz Club. C'est un jazz club sonore où à la suite, ça c'est la partie 1, mais j'inviterai d'autres artistes sur les autres EP qui chanteront avec moi, collaboreront avec moi. Mais sinon, je prépare mon sixième album, dont demain fera partie de ce projet-là, où ça sera un mélange de musique où je suis au piano et de musique afrobeat, là où on danse aussi. Donc, il y aura un mélange des deux. Je travaille aussi avec quelques artistes de renommée internationale en ce moment, que je ne peux pas dévoiler parce que c'est ça, c'est avec les contrats, avec Universal et tout ça. Donc il faut être prudent pour le moment parce qu'après, c'est les maisons de production qui doivent discuter. Ça Mhm. quand même un écosystème avec des avocats et tout ça impliqué. Mhm. Donc je ne peux pas vraiment en parler en ce moment, mais j'ai hâte que ces projets-là sortent, ce sixième album sorte. Et voilà, déjà il y a un avant-goût avec Demain, ça c'est un des éléments. Il y avait aussi Jaja que j'ai fait sortir l'année dernière, et un des singles Afrobeat. Donc voilà, j'annonce un peu les couleurs du Ok, sixième album. ok. C'est des chansons avec des messages forts, constructifs, inspirants, euh, qui poussent à respecter la dignité humaine et poussent à l'espoir, à croire qu'on peut toujours mieux faire, qu'on peut poursuivre l'excellence. Voilà, du demain déjà, l'importance de demain. Hier, ça a été une leçon, aujourd'hui certainement aussi, mais demain sera plus grand. C'est toujours penser que demain, ça sera encore plus grand. Donc, travaillons pour être au rendez-vous. Super. Super. Alors, ça ressemblait un peu aussi au mot de la fin, mais je te laisse quand même l'opportunité. Est-ce que tu as un mot de la fin pour cette première session? Je sais qu'on en aura d'autres, Ah, même en anglais. oui. Et, Ah, euh, Non, ben je dirais, croyez en vous-même, travaillez fort, écoutez beaucoup d'Abel Maxwell, c'est bon pour la santé. Allez sur YouTube, écoutez Abel Maxwell, ça va vous faire du bien. Très bonne santé. L'enfant cerveau. Quand le matin, midi, un soir. Au moins. Ouais, c'est ça. Et ouais, sachez que, voilà, quand on est en vie, déjà, on arrive au monde gagnant. Déjà, en biologie, euh, quand, euh, quand il y a un fœtus, en fait, il y a 1 milliard de spermatozoïdes qui fécondent une ovule. Alors, c'est ce spermatozoïde-là qui féconde,
qui gagne. En fait, c'est qui gagne la course. En fait, on arrive au monde gagnant tout de suite. Donc, quand on est en vie, on est là, on a notre place, on est gagnant. Donc, on est déjà des gagnants. À la base, on est gagnant. Donc, il faut se rappeler de ça et savoir que la contribution que nous faisons sur Terre est importante. Il y a toujours quelqu'un qui va en bénéficier. Il faut croire en soi et puis voilà, sortir, faire les projets il faut avoir la confiance, développer la confiance en soi pour le faire. Euh, voilà, tout en écoutant beaucoup d'Abel Maxwell. C'est très bien. Vous allez réussir. C'est bien noté, docteur. Une potion d'Abel Maxwell le matin, à midi, le soir. Ça va très bien aller. Projet. Alors, il y a parlons d'anecdotes, il y a trois ou quatre que tu me racontais hors antenne avant la session d'aujourd'hui et j'aimerais quand même que tu reviennes là-dessus. Le premier, c'est tes débuts en tant que quelqu'un qui postait sur les réseaux sociaux. Est-ce que Ah tu oui. peux, est-ce que tu peux raconter un peu? Alors, quand j'ai ouvert ma page Instagram en 2012, j'avais un seul follower et c'était moi-même. Je me suivais moi-même. Je postais et je me likais. Des fois, je me commentais même. Aujourd'hui, on est à plus de 200 000 abonnés ou followers sur les plateformes, déjà 17 000 sur YouTube, 15 000 sur Facebook, Wow, sur LinkedIn. Bon, là, ça, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, on est à 4 000 à peu près. wow, Donc, mais ça a commencé avec un follower et c'était wow. moi-même. Ça, c'est très important. J'imagine que tu guettais chaque 5 minutes, tu viens guetter, voir s'il n'y a pas. J'ai appelé mes frères et sœurs, mais abonnez-vous à ma chaîne rapidement. Abonnez-vous. Écrivez-moi quelque chose. Bon, ils l'ont fait par obéissance, hein, parce qu'ils ne croyaient pas trop. Mais avec le temps, avec les performances, bon, quand j'allais dans les écoles, je faisais toujours une partie, je disais aux jeunes, bon, comme ils aimaient bien ma performance, je leur disais, si vous avez aimé ce que je fais, suivez-moi sur Instagram, je vais vous suivre. I'll follow you back. Donc ils étaient tous excités. Je dis, enfin, je vais dans un gymnase, il y a 800 élèves. Je dis, bon, je suis les 20 premières personnes qui vont me suivre. Donc, sur 800 élèves, il y a au moins 400, la moitié ou 500 qui vont me suivre. Donc, j'ai pu bâtir un peu mon audience un peu comme ça. Puis, il y a des gens qui m'ont suivi. Mais je me rappelle toujours de ces débuts. Mais toutes les plateformes, j'étais le seul follower. Il y avait un follower. Et c'était moi-même, moi-même. C'était moi-même qui faisais ça. Donc, c'est vraiment pour dire, il ne faut pas se décourager. Il faut, les gens m'ont contacté l'année dernière. Ils me disent, ah, monsieur, je vous suis depuis 2015, Wow, 2016, wow, 2014. Je suis tout ce que vous faites. Je suis inspiré. J'ai un événement. Est-ce que vous pouvez venir? Des choses comme ça. wow. Donc, faut être persévérant. Faut être persévérant et puis il faut croire en son projet et travailler fort et être constant. Et l'autre anecdote aussi, c'est le prix que tu as reçu, la couronne. Oui. Alors, la médaille de couronnement du roi Charles III que j'ai reçue en 2025, je cherchais la personne qui m'avait nominé. Je ne savais pas qui m'avait nominé. Alors, j'ai cherché, je ne trouvais pas. Et finalement, quand j'ai reçu, j'ai remarqué, c'était la lieutenant-gouverneur, euh, son honneur, Edith Dumont, qui m'a nominé elle-même. Wow, Et elle me suit depuis à peu près ça, 2015. Elle me suivait depuis 2015. Elle était directrice de l'éducation au CPO, au Conseil public. Après, elle était vice-rectrice à l'UOF, l'Université de l'Ontario français. Et elle est devenue lieutenant-gouverneur dans les années 2023, je pense, à peu près. Et elle m'a nominé en 2025. Donc, wow, elle a suivi mon parcours depuis toutes ces années.
Et quand une lieutenant-gouverneur elle-même te nomine pour un prix de cette envergure, où il y a moins de, c'est 0,01% de personnes qui reçoivent ce prix, Wow. l'étendue du territoire. Sur une population de 40, on est 40 millions au Canada, 30 000 personnes ont reçu ce prix. Donc c'est 0,001% des personnes qui ont reçu ce prix. Wow. Euh, donc c'est vraiment une grande distinction. Hmm. Grande distinction. Quand j'ai eu le Top 25 aussi, il y a à peu près 1 million d'immigrants chaque année au Canada. Et ils choisissent 25 des meilleurs qui ont un impact. Wow. D'abord, il y avait les 75. Les 75, quand j'étais dans les 75, j'étais déjà très content. Oh mon Dieu, je n'en revenais pas. Moi, j'étais déjà content. Maintenant, tu es dans les top 25. Oh mon Dieu, là, j'en revenais pas. Wow. Donc, il faut persévérer, il faut travailler fort. Puis un jour, j'ai commencé ce parcours en 2011. J'ai eu ces prix-là en 2024, 2025, ouais, 2000, voilà, 2026, collaborer avec Universal. Enfin, ça a pris du temps quand même. Ouais. Ça a pris du temps, mais il faut. Tout ça montre que en étant persévérant, souvent je dis dans mes posts, je dis never give up, never give up. Et c'est ça en fait, c'est mon histoire. Le fait que je n'ai pas abandonné, ça m'a emmené à la médaille du roi Charles. Merci Enfin, roi beaucoup. Charles III. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Merci, merci du temps. Merci du partage. J'ai pris beaucoup de bonnes notes et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Merci, moi aussi. Et voilà un peu. Merci beaucoup. Ça prend un bon intervieweur pour avoir de bonnes réponses. Donc, bravo à toi aussi. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité.